On dit Sian? Ouais. Ok. Lui, c'est Gabriel Sian. Il a vendu 2 boîtes et a atteint la liberté financière. En clair, il n'a plus de soucis à se faire. Mais au lieu de se la couler douce, il a choisi un nouveau défi. Un truc fascinant, la longévité. C'est le truc qui obsède les riches car elle permet d'atteindre l'immortalité. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et Gabriel m'a tout expliqué. Alors installe-toi confortablement pour ce nouvel épisode d'Histoire de résonance. Et alors après, ton patrimoine, tu l'as géré par toi-même? Donc à l'époque, donc là, pareil en 2021, je me dis, faut que je me remette au goût du jour sur la gestion financière. J'y connais rien. Tu as plein de banquiers qui veulent te vendre toutes sortes de produits avec des frais de gestion comme pas possible, complètement opaques. Et parce qu'une fois que tu as vendu ta boîte, il y a toujours des personnes qui viennent après, ils savent que Ah, mais complètement. Alors là, comment tu gères ça? Comment tu as géré ça, le fait que tout le monde vienne, du jour au lendemain, toquer chez toi, envoyer un email, ici, quoi? bah, j'ai mis un an à vraiment construire une stratégie patrimoniale qui me soit propre. J'ai lu pas mal de livres et bref, je suis arrivé à une idée. Immobilier, me là-dessus. Oui, un livre qui est vraiment extraordinaire, Le Dao du capital. Parle de tout et de rien à un point qu'on se demande si c'est un livre financier sur les 2 tiers du livre et à la fin, en fait, il fait une connexion au monde de la finance, absolument phénoménale avec, tous les éléments et les observations de la nature qui sont, largement commentées sur les 2 premiers tiers et là où c'est là où je me rends compte que le value investing, ça a une énorme valeur, et un énorme potentiel et qu'il est complètement à l'opposé de la stratégie growth. Et comment est-ce que les 2 fonctionnent, c'est des logiques différentes. Et donc ça m'a énormément aidé quoi, à construire une stratégie. Donc bref, je me dis la chose suivante: je vais acheter de l'immobilier massivement avec un effet de levier énorme. Et il se trouve que j'ai les bons diplômes. En France, on aime beaucoup les cases et je coche toutes les cases. J'ai les 3 derniers déclarations d'impôts bien en France. Je ne me suis pas expatrié comme des copains à moi qui, effectivement, payent moins d'impôts, mais en même temps, se sont coupés aussi de la possibilité d'avoir ce levier bancaire phénoménal en France. En France, on a quelques avantages énormes qu'on est peut-être en train de perdre là avec les derniers débats à l'Assemblée nationale, mais on verra. Mais en tout cas, c'était le cas, jusque-là. On a un levier bancaire pour faire de l'immobilier absolument phénoménal. On a de l'argent public pour, monter des boîtes dans la tech absolument phénoménal, du financement non dilutif, ce qui te permet d'avoir, des sociétés plutôt bien développées avec des produits, et des briques techno déjà, bien établies avant de lever des fonds sur des valorisations bien plus importantes. Donc ce que je me suis dit, pour revenir, pardon de faire une parenthèse sur le financement public de l'innovation, et je me dis: «Il y a un truc important à faire» et c'est d'ailleurs le seul pays au monde à peu près où on a ça, à ma connaissance, de pouvoir acheter de l'immobilier pratiquement avec un levier bancaire de quasiment 100. Et donc je me mets à acquérir, de l'immobilier, des immeubles, résidentiels, dans la région, à Marseille, à Toulon et autour d'Aix-en-Provence, heu, avec du financement bancaire, tout en mettant en garantie, en caution, des contrats, de, capitalisation, hem, heu, avec les banques. Ça investit donc le contrat de capitalisation investit sur des actifs financiers. C'est ça, exactement et contre-garantissent le crédit, immobilier que les banques veulent bien t'offrir le collatéral, exactement. Donc je fais ça et en même temps, ce qui est bien, c'est que tu disposes d'une certaine liberté par rapport à ces contrats de capitalisation pour pouvoir investir sur les marchés financiers. Donc je me dis, en fait, on peut monter, on n'en a pratiquement pas de limite sur la dette financière on peut contracter sur l'immobilier. À partir du moment où tu arrives à jouer de manière intelligente avec les acquisitions, les ventes, éventuellement du surfinancement, une bonne négociation,
et également une bonne crédibilité. Donc, il y a tout un processus où tu invites des banquiers chez toi. Voilà, c'est comme un investisseur quelque part. C'est plus, les gens au guichet que tu vois, dans les bureaux de Société Générale, quoi. Ils viennent te voir, ils discutent pendant 1 an, on se voit plusieurs fois, tu places un certain montant, tu expliques qu'ils sont en concurrence et cetera. Donc c'est une relation différente qu'il faut gérer. Donc je me dis, voilà, c'est une chose à faire et je me mets à le faire de manière, un peu à large échelle, quoi. Ce que tu décris là, c'est tu découvres le monde que la boîte qui t'a racheté avec cet accès. Exactement, c'est la continuité de ça. Je me lie à un autre monde. Je découvre le ouais, c'est ça, je découvre le monde de l'argent magique et comme on dit. Tu découvres ce monde-là de l'argent magique, mais finalement, il là, on donc 2e succès entre guillemets, oui, il y a quand même un premier succès qui s'est pas traduit financièrement, mais qui s'est traduit d'un point de vue expérience. Celui-ci s'allie l'acte, ta liberté financière et là, c'est quoi? Tu t'y dis quoi cette fois-ci? Est-ce que donc là, tu fais une dinguerie? Non, vraiment, j'étais pas du tout là-dedans. Non, vraiment, donc il y a tu sais, quand tu vends une boîte comme ça, ta vie, elle peut changer, mais ça peut être aussi, un cadeau, mais qui est en fait, qui peut complètement te détruire. C'est-à-dire, tu as plus de limites, tu peux faire tout ce que tu veux, même les choses les plus dingues, comme tu dis. Tu peux perdre ta tête, tu peux rentrer dans une espèce de folie des grandeurs, maison plus grande, voiture plus luxueuse et cetera et ça peut te perdre parce que finalement, ça te nourrit pas, en fait. Tu veux nourrir un vide d'une certaine manière, mais le vide, il est tout le temps là et donc j'ai pas mal de développement personnel, mais tout au long de ma vie d'ailleurs, où j'ai essayé d'être à ma place et de vraiment comprendre quelles sont les choses qui sont importantes pour moi, de me projeter dans l'avenir et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour, justement ne pas tomber dans ces dingueries-là. D'ailleurs, si tu vois, on vit dans une maison qui est certes très confortable, mais c'est pas non plus, la folie des grandeurs. Hem, oui, je me suis fait un truc sympa. C'était le jacuzzi qui est juste derrière et qui est un excellent investissement, à la fois pour mes enfants, pour moi, pour la détente et tout, c'est super. Je me suis acheté une Tesla S, mais c'était pas à la vente, c'était avant. Donc, j'avais déjà une situation financière très confortable avant et j'ai toujours voulu avoir une voiture un peu de luxe et j'ai été bien servi. Après quelques années, je me suis rendu compte que ça y est, je me suis fait suffisamment plaisir et qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Enfin, c'est anecdotique, mais je pourrais en parler. Là, je suis revenu à une voiture tout à fait classique, une Peugeot 5008 familiale, qui met 10 secondes pour passer de 0 à 100 km/h ou je sais pas combien. Et ça me va très bien. Et mes enfants peuvent la salir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et je m'en fous s'il est un peu, il y a une égratignure. Est-ce que ça crée des crispations et Mais moi, je me disais, si c'est pour avoir une belle voiture, c'est pour qu'elle soit belle, quoi. Si c'est pour qu'elle ait des rayures partout, qu'elle soit cabossée et que les enfants, mangent comme des cochons à l'intérieur, ça sert à rien d'avoir une belle voiture. Donc je me suis dit: voilà, j'ai envie d'être cohérent avec ça» et puis j'allais la laver toutes les semaines et cetera et au bout d'un moment, bah, tu vois, ici à Aix-en-Provence, les parkings sont vraiment étriqués. Mais avoir une voiture qui fait 2,10 m, ben, de large, et 5 mètres, un peu plus de 5 mètres de longueur, bah, surtout et à Marseille, c'est encore pire, les parkings. Bah, vraiment, tu es à quelques centimètres à gauche et à droite, quoi. Il y avait un gros stress. Hem, quand je la garais, je cherchais un endroit où ça soit suffisamment large parce que si la personne à gauche ou à droite, elle va ouvrir la portière dans ma voiture, voilà. Heu, pareil, il fallait laver toutes les semaines. À quoi ça sert d'avoir une belle voiture si c'est pour, ne pas prendre soin? Donc, il y avait une cohérence là-dedans. Puis au bout d'un moment, je me dis: «Mais tu sais quoi? Je me suis fait plaisir, ça m'intéresse plus et donc maintenant je veux plus que ça soit et quand il y avait une rayure ou quelque chose, je passais un sale quart d'heure, quoi. Pendant 24 heures, j'étais de mauvaise humeur et j'avais plus envie de ça. Voilà, donc c'était à peu près les seules, entre guillemets, «dingueries» que je me suis permises. D'ailleurs, même cette résidence ici à Aix-en-Provence, je l'ai achetée avant la signature. Enfin, c'était le jour de la signature, en fait, pour être précis, mais le financement et tout avait eu lieu avant. Donc voilà, la vie, elle a pour moi, elle a pas vraiment changé, mais je me suis dit par contre, en fait, à la fois, elle a pas changé sur les aspects visibles et à la fois, en profondeur, elle a profondément changé. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu me concentrer sur des projets à longue échéance, quoi, où la partie la recherche de retour sur investissement, n'est pas le premier moteur, en fait, du projet en question. Il y a énormément de confiance que tu as aussi dans l'avenir. Tu te dis, voilà, quoi qu'il advienne, je vais pouvoir me débrouiller, je vais pouvoir gérer. Hem,
j'ai des investissements à l'international, j'ai, de l'immobilier à l'international. Voilà, s'il se passe quelque chose en France, si je perds mon job, si quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai tellement de plans A, B, C, D jusqu'à Z que d'une manière ou d'une autre, je vais retomber sur mes pieds. Et ça, en fait, le niveau de stress, moi, j'avais un stress chronique du fait que dès le départ, j'ai vécu dans un environnement concurrentiel, que ça m'allait plutôt bien, je pensais, et que, heu, ça me nourrissait quoi, d'une certaine manière. Et là, après la vente de la boîte, ce stress chronique-là, il a diminué d'une manière où je me suis, pour la première fois, rendu compte ce que ça voulait dire être complètement détendu. Et d'ailleurs, ma santé en a pris un coup, mais ça, je pourrais le. Bah, justement, ça fait une belle transition. Est-ce qu'on peut, là, envisager de voir plus grand et enfin d'attaquer peut-être des problèmes Ouais, sociétaux? moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire pendant toute ma vie, passer les 40 premières années à me former et à gagner le plus d'argent possible pour avoir cette indépendance financière et en plus de ça, des moyens pour me consacrer à d'autres projets. Et passer la deuxième moitié de ma vie, sur une vie, statistiquement, parlant de 80 ans, bah, ça fait 40 et 40, hein, voilà. Et donc j'ai vendu la boîte à 40. J'avais 41 de quelques mois quand je l'ai vendue, de 2 mois. Donc j'ai bien tenu ce timing. Et là, je me dis: «En fait, j'ai vraiment envie de me consacrer maintenant sur cette deuxième partie de ma vie à un projet long terme où je vais vraiment, je vais pas faire des concessions sur le court terme parce que tu vois, j'ai besoin d'argent pour la fin de mois, quoi. Et je vais vraiment pouvoir être ultra cohérent par rapport à la signification du projet et pas faire d'optimisation court terme, vraiment réfléchir long terme et quelque chose qui ait du sens pour moi. Il y avait, dans la balance plusieurs options. Il y avait, quelque chose en rapport avec, l'état de droit et la démocratie dans le monde. On était à l'époque, et on continue de l'être d'ailleurs, dans un monde, où la démocratie et l'état de droit, la République est constamment bafouée et puis, il recule, enfin, ce modèle de gouvernance, est en train de reculer au profit de systèmes, totalitaires ou illibéraux, ils appellent ça. La Chine, entre autres, mais c'est pas la seule. Autour de moi, il y avait plein de discussions, de voir, par exemple, la Chine qui se développe et qui est un État illibéral et plein de gens qui disent: «Mais moi, ce que je veux, c'est faire du chiffre, c'est avoir une belle maison, une belle voiture et puis le reste qui se passe en politique, peu importe». Et je pense que c'est dangereux et donc je pense toujours que c'est dangereux, je pensais et je le pense toujours. Et il y avait il y a des associations aujourd'hui qui travaillent, de manière très efficace pour, préserver l'état de droit, pour, redonner un peu de pouvoir aux citoyens, pour leur permettre de s'exprimer. Donc c'était des choses qui m'intéressaient et qui continuent de m'intéresser d'ailleurs, donc ça c'était un sujet possible. Le deuxième, c'était les clean tech et la transition, écologique au sens large. Hem, on a un gros problème de société aujourd'hui, sur ce sujet-là et ça n'a pas l'air de bouger, en tout cas pas suffisamment vite. Donc on est au bord du précipice et on continue à faire comme si de rien n'était. Et en même temps, je suis très content de commander sur Amazon et d'avoir, le produit chez moi. Donc tu sais, c'est très ambivalent tout ça. À la fois on critique et à la fois on en profite. Mais est-ce que c'est pas ça aussi le ce qui est au cœur même du capitalisme, cette dualité-là constante entre à la fois, bah, c'est ce que décrit un Schumpeter, c'est-à-dire la création, la destruction qui sont tous les 2 liés, mais qui, in fine, c'est ça le pari capitalistique. D Oui, je pense, oui, oui, d'une certaine manière, je pense que le capitalisme doit être, dépassé ou, adapté, pour, coller plus à des contraintes qui n'étaient pas des contraintes il y a un siècle, il y a 2 siècles, mais qui le deviennent aujourd'hui. Et le troisième, c'était le transhumanisme au sens large, qui est un fourre-tout qui, englobe, beaucoup de courants de pensée, beaucoup de choses. À la fois l'augmentation de l'humain, tu vois? Se faire pousser, un œil en plus, avoir un sixième sens, des choses comme ça, des puces dans le cerveau et cetera, et à la fois des exosquelettes et ainsi de suite. Ou à la fois, craquer le mécanisme du vivant et comprendre, qu'est-ce qui nous fait vieillir et finalement pouvoir, vivre, plus longtemps en bonne santé, voire même, soyons fous, aussi longtemps qu'on ne le souhaite. Et donc très rapidement, heu, lorsque j'ai exploré ces domaines-là, bah, finalement celui de la longévité humaine a rapidement pris le dessus, principalement parce qu'il y a des recherches complètement incroyables en cours actuellement, heu dans le domaine de la compréhension des mécanismes du vieillissement, de leur ralentissement, voire même de leur inversion, dans certains cas chez certains animaux. Et je me suis dit: «Mais c'est quand même incroyable que personne n'en parle de ces choses-là». Hem
des remplacements d'organes, ils appellent ça xénotransplantation, donc des organes qui sont euh, transformés pour devenir compatibles avec le corps humain, euh, transformés d'animaux, hein, qui sont ensuite implantés chez des humains, notamment des cœurs qui battent dans un bocal, tu vois, c'est absolument incroyable, avec des cellules qui sont des cellules propres à la personne qui va subir la transplantation en question. Donc, il n'y a plus de rejet du système immunitaire, de la cryopréservation. Lorsque tu meurs, il y a 2 heures pendant lesquelles ton corps reste dans un état relativement conservé. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir te cryogéniser pendant ces 2 heures-là et te ramener à la vie au bout de quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années, quand la technologie a suffisamment évolué pour pouvoir te guérir de la maladie dont tu es mort initialement, tu es décédé initialement. Ça, c'est intéressant. C'est des choses, Ce que tu ouais, dis là est super intéressant parce que tout ça, le sous-jacent de tout ça, c'est la technologie. Parce que si tu c'est la technologie. c'est quoi le transhumanisme pour quelqu'un qui, lui, a cette vision un peu de science-fiction? Pouvoir vivre, entre guillemets «éternellement», je sais que c'est un terme, qui est très chargé moralement et donc il faut l'utiliser avec, beaucoup de précaution. Mais pouvoir allonger la vie, pouvoir rester, jeune plus longtemps, bah, c'est une aspiration de l'humanité depuis la nuit des temps, c'est évident. Ce qui a changé ces dernières années, là, ces 10-15 dernières années, c'est que la technologie arrive à un tel stade que cette aspiration n'est plus une espèce de rêve, irréalisable, mais devient un objectif qui est, heu heu ambitieux, mais réalisable de notre génération et ce n'était pas la génération de nos parents. Donc vraiment, c'est quelque chose de nouveau et c'est ça qui a changé. Hem, il y a en 2009, dans 2009, il y a eu un chercheur japonais qui s'appelle Yamanaka, qui a découvert 4 gènes, OSK je crois, qui, lorsqu'elles sont activées, permettent de rajeunir les cellules de n'importe quel corps humain pour les ramener éventuellement au stade de cellules souches ou alors dans un état intermédiaire entre l'état de cellules vieillies initiales et l'état de cellules souches. Et donc, si tu peux jouer avec ce curseur, bah, finalement, si tu es capable de faire ça de manière suffisamment fiable avec tes 30 trillions de cellules, bah, finalement, la conséquence de ça, c'est que tu tu es tout simplement rajeuni. Alors, tout ça, c'est encore de la recherche, principalement parce qu'on ne sait pas rajeunir de manière suffisamment précise 3 000 milliards de cellules. Il y en a certaines qui vont être plus rajeunies que d'autres et dans ce cas-là, ça va générer des cancers. Donc il faut faire très attention et c'est pour ça que cette techno n'est pas encore, au goût du jour aujourd'hui, mais il y a des recherches très avancées là-dessus et donc celui qui a été à l'origine de ça, c'est Yamanaka en 2009 et depuis 2009, bah, il y a heu, toute une panoplie d'entreprises, financées à coups de milliards de dollars, notamment même par des gouvernements maintenant, qui tentent de craquer le secret du vivant et capitaliser en fait sur cette recherche-là. Donc ça n'a ce n'est pas en relation avec l'intelligence artificielle, mais c'est en relation avec un changement vraiment, de rupture qui est venu, rendre possible ou envisageable cette capacité en fait de rajeunissement du corps humain. Justement sur la biologie, parce que la biologie, c'est quand même très récent dans l'histoire de l'humanité. Hem, il y a quand même 2 avancées fondamentales sur ces dernières années qui ont été, le séquençage du génome et les ciseaux ADN qui sont, Ouais. heu, ces 2 piliers qui montrent finalement que l'homme peut être lui-même, enfin, c'est l'homme prométhéen qui peut, heu, aujourd'hui avoir un impact sur la biologie. Alors que finalement le monde, essaye, par la physique, enfin le réel essaye d'être programmé par des lois mathématiques, et la biologie était ce qui essayait de résister finalement. La partie du réel qui n'était pas mathématisable Mmh. et on voit qu'aujourd'hui avec des avancées, technologiques, on est en train de passer un cap que l'humanité n'a jamais connu. C'est-à-dire là, être en mesure d'avoir un impact sur le vivant. Ouais, ça participe. Je dirais que c'est pas la totalité de l'histoire, c'est en 2000. Donc le séquençage, génomique a été la première fois possible pour l'humain en 2000. C'est un certain Craig Venter qui a rendu ça possible et ça avait coûté, 3 000 000 C'est quoi le séquençage génomique? En fait, tout simplement, on a dans chaque cellule de notre corps, nous avons le même, matériel génétique
qui s'expriment de manière différenciée en fonction de la différenciation cellulaire. Mais si vous voulez, c'est comme un disque dur et vous avez dans chaque cellule, vous avez le même disque dur avec la même information. Il se trouve que juste chaque cellule va lire des portions différentes de votre ADN, en fonction de la cellule, de votre âge, de plein de facteurs. Mais en tout cas, le disque dur et l'information est identique. Et donc jusqu'en 2000, on ne savait pas ce qu'il y avait sur ce disque dur, tout simplement. En 2000, on a appris à faire en sorte qu'on prenne une cellule et qu'ensuite, au travers de plein de traitements très évolués, on finisse par savoir, la longue suite de de, heu, de gènes, qui composent chaque humain. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en 2000, Clinton disait, «Ça y est, on a craqué le secret du vivant. Maintenant, on sait exactement ce qu'il y a dans l'ADN et grâce à l'association, du génotype et du phénotype, c'est-à-dire qu'est-ce que tel gène, qu'est-ce qu'il fait, on va pouvoir, ça y est, guérir le cancer, vivre éternellement, enfin, on va pouvoir tout faire, quoi». Et en fait, 25 ans plus tard, force est de constater que ce n'est pas vrai, parce qu'on s'est rendu compte que, la complexité du vivant est telle qu'on ne sait pas associer tel ou tel gène à telle ou telle maladie. On sait le faire, mais dans des cas extrêmement précis et proportionnellement rares. On s'est rendu compte de ça. Donc de un, on ne sait pas concrètement si tu as un problème de gestion du glucose. Je vais parler de ce que moi j'ai comme problème de diabète. Ben, on ne sait pas quel gène concrètement il faut modifier pour que tu aies plus de problème de diabète, quoi. Pour améliorer la résistance à l'insuline. Voilà, c'est ça ce qui sous-tend. On ne sait pas. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, quand bien même on a, voilà, le séquençage génomique, complet. Donc on s'est rendu compte de ça et on s'est rendu compte d'autre chose aussi. C'est que finalement, lorsqu'on avance dans l'âge, il y a ce qu'on appelle, l'épigénétique, c'est-à-dire la manière dont certaines gènes sont exprimées ou pas. Et finalement, l'épigénétique, elle, compte pour plus de 2 tiers dans la vie de chaque individu par rapport au matériel génétique et compte pour moins d'un tiers. Autrement dit, si tu as des gènes de voilà, qui t'exposent à un risque, élevé de cancer ou de maladies neurodégénératives ou que sais-je, ou de, ou de maladies cardiovasculaires, c'est pas parce que tu as ces gènes-là que forcément ta vie, elle est scellée et que, ces gènes vont forcément s'exprimer et que tu auras ces maladies-là. On parle souvent de profil de risque et de prédisposition. Mais si jamais tu prends les bonnes mesures dans ta vie de tous les jours, la bonne alimentation, la bonne gestion du stress, une bonne santé mentale et ainsi de suite, finalement ces gènes peuvent, ne jamais s'exprimer et donc les maladies associées à ces gènes-là ne jamais être, finalement, tu seras jamais victime de ces maladies-là. Et donc c'est un très beau message que la nature nous envoie, quelque part qu'on est, aux 2 tiers, on va dire, maître de notre avenir, heu, parce que ce qu'on fait va pouvoir moduler l'expression de ces gènes-là et éventuellement permettre de ne jamais les exprimer ou de les surexprimer. C'est des gènes, qui expriment des caractéristiques, favorables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même au regard de ton parcours, on voit qu'à chaque fois, lorsque tu as été confronté à quelque chose, tu as essayé, avec, une curiosité, un savoir, une intelligence, d'aller résoudre, les barrières qui étaient face à toi. Que ce soit, le CD-ROM, la société de la marketplace ou autre et jusqu'à la gestion financière, le banquier d'affaires ou autre. À chaque fois, tu as été confronté, tu t'es dit: «Je vais aller lire, je vais aller m'informer». Et est-ce que en fait, cette économie finalement, on a vu l'émergence d'Uber, d'Airbnb, des sociétés qui ont mis au cœur de leur business model, la collaboration des individus sur une plateforme, heu, pour en fait, des gens qui n'étaient pas forcément des professionnels, prendre en fait le en main, peut-être un hôtel, c'est-à-dire via du Airbnb, on peut soi-même être hôtelier. Est-ce que finalement la santé, c'est pas le dernier rempart de cette économie collaborative où l'individu, aujourd'hui, n'a même pas conscience de qui il est, à quoi il est exposé? Et est-ce que justement la technologie et donc peut-être on va parler de la boîte que tu as aujourd'hui, c'est pas ce dernier verrou de la collaboration en fait de l'individu lui-même? Et il y a aussi une question sous-jacente à tout ça, c'est que les GAFAM qui aujourd'hui dominent le monde se sont appuyés sur la donnée et toute cette économie collaborative et notamment celle de la santé, ne pourra émerger que si l'individu redevient propriétaire de sa propre donnée.
Hem, ce que je peux dire, c'est que, effectivement, la la co la, l'accumulation de données biométriques, est un vrai enjeu et un vrai sujet. Hem et je voudrais faire un parallèle avec l'intelligence artificielle aussi. Cette intelligence, elle se nourrit de données qui sont homogènes ou homogénéisées. On n'a pas ça aujourd'hui dans le domaine de la santé. On a besoin de gros jeux de données, qui soient toutes, encore une fois, standardisées pour pouvoir, participer de cette collaboration de chaque individu, hem, à l'effort collectif et à cette connaissance collective qui permet de dire: «Ah bah, voilà, en fait, tel ou tel gène ou cette, conjonction de différents gènes va produire telle maladie». OK, mais tu as besoin de millions et de millions de séquençages génomiques et de leur association des génotypes, encore une fois, avec les phénotypes. Et ça, c'est un vrai sujet. On n'a pas ça pour l'instant. Il y a plein d'initiatives à gauche, à droite, mais pour l'instant, on n'a pas craqué le problème et c'est l'un des facteurs limitants dans le développement de cette connaissance, du vivant et de la longévité au sens général. La boîte sur laquelle tu travailles aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait et quel besoin finalement en tant qu'entrepreneur? Tu es quand même allé chercher un besoin, tu es allé chercher «un marché» entre guillemets. Alors peut-être que ce marché, c'est exactement comme, ta 2e boîte, i personne croit à cette vision pour l'instant, heu, mais c'est quoi que toi tu as perçu sur le terrain? C'est ça. Donc moi déjà pour faire mon histoire, donc tu m'avais posé des questions sur est-ce que mes besoins, j'en ai fait des boîtes auparavant et la réponse ou était oui, non, mais clairement la réponse à ta question pour cette dernière boîte est oui à 100. Donc moi, en sortant d'une vie d'entrepreneur, hyper intensive, épanouissante sur le court terme, dans le quotidien pour moi, je dois l'avouer, hem, mais finalement complètement destructive de mon état de santé, sans que je m'en rende compte. Donc à 41, je commence à 41 ans, je commence à m'intéresser à la longévité et à la médecine préventive et je fais un certain nombre d'investigations avec un médecin. Alors déjà, c'était un canular, c'était de trouver un médecin, où tu vas le voir parce que tu es en bonne santé, tu veux le rester le plus longtemps possible. C'était, limite ridicule de venir avec ça. Si, j'en ai même plusieurs, hein, j'en ai essayé 4-5 ici à Aix-en-Provence et ils m'ont fait la morale, que, j'utilise, à tort et à travers les ressources de la République, qu'ils sont occupés, qu'il y a des gens qui sont vraiment malades, que je leur fais perdre le temps, mais ils comprennent pas qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux. Et bon, bref, je finis par trouver un médecin aux États-Unis, qui me fait des consultations à distance, pour, 300 par mois. Et là, changement total. Donc cette personne, elle m'expliquait en gros, que la médecine, c'est pas, Dieu qui parle et toi il faut que tu exécutes quoi. Comme c'est le cas aujourd'hui où tu as une prescription médicale que tu ne comprends pas, tu vas voir, en pharmacie, ils te donnent des produits, tu les utilises et point final. Il y a des risques associés, il y a des alternatives, il y a d'autres possibilités. Il y a énormément de choses qui tournent autour de ça et on ne nous rend pas conscient de ça. Bon, bref, cette dame américaine, bah, il m'envoie des études. Elle m'explique: «Voilà, en fait, si tu prends ceci, voilà quels sont les risques, voilà les études, c'est pas sûr que ça marche pour toi». Donc elle me montre vraiment la réalité telle qu'elle est, pas de manière binaire et absolue, genre, c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose. Et elle me laisse même choisir. Elle me dit: «Voilà, en fait, tu as cette possibilité-là avec ce risque-là, tu as cette autre possibilité médicale avec ce risque-là. Bah, vois un petit peu ce que tu veux et je t'ai expliqué les risques et les avantages et les inconvénients de chaque possibilité et finalement tu choisis en connaissance de cause». Comme un dirigeant d'entreprise qui va regarder les risques juridiques et il va dire: «Bah, je prends le risque d'aller dans cette direction-là». Les médecins français que tu as rencontrés, eux, ils ont la vision large, c'est-à-dire qu'ils ratissent, de la personne la plus basse jusqu'à la personne la plus haute, et eux, ce qu'ils perçoivent, c'est dire, en fait, les gens, dans la majorité des cas, sont incapables de prendre des décisions et donc moi, en tant qu'expert, Oui, tu as raison, ah tu as raison. Mais il y a là une situation vraiment contradictoire. D'un côté, tu as un État-nation, comme tu disais, qui a des ressources limitées et qui doit assurer la santé, heu, tant bien que mal pour l'ensemble de la population et qui va optimiser ses ressources pour qu'elles soient utiles le plus possible à la population. Et de l'autre côté, tu as des gens qui veulent aller plus loin et qui veulent optimiser leur santé à eux.
Et donc c'est les logiques, elles sont différentes. Effectivement, si on regarde, sur le screening, par exemple, des cancers, ben, en tant que pays, tu dis: «Voilà, j'ai tant de scanners, ça te coûte tant de temps, j'ai tant de slots, en fait, par an et donc je vais prendre les gens les plus à risque et je vais leur proposer de faire des scans, en fait, pour prévenir». Moi, en tant qu'individu, ben, peut-être que mon risque est pas élevé, mais j'ai pas envie de l'avoir ce risque. Donc j'ai envie de faire, 10 scans par an ou enfin, j'exagère, je donne juste un exemple. L'État va dire: «Bah, non, en fait, tu n'es pas prioritaire, c'est un tel qui est prioritaire parce qu'il est plus âgé et puis il a une prédisposition génétique». Mais moi, je ne regarde pas ça. Moi, je regarde pour moi et ma famille et je veux pouvoir payer éventuellement de ma propre poche pour, avoir un profil de santé qui soit meilleur et je ne peux pas le faire en France. Enfin, là, ça montre une fois de plus qu'il y a une certaine agonie en termes d'investissement et de compréhension de enfin, aujourd'hui, de la santé telle qu'elle doit être, pensée au niveau de l'individu. Elle est pas optimisée. Il y a eu un vrai changement de paradigme encore une fois avec la prise en compte de l'état de santé et de la médecine préventive et aujourd'hui, bah, c'est en train de changer mais bon, ça prendra encore, 30-40 ans et donc la question c'est est-ce que toi, moi, chaque individu, on veut attendre 40 ans que ça devienne monnaie courante ou est-ce qu'on a envie de prendre notre destin en main? Aujourd'hui, les individus se réapproprient leur épargne. Est-ce que finalement on n'assiste pas à la même chose? Moi, je voudrais que ça advienne et je pousse et je milite pour ça. Moi, je me dis: «Voilà, en fait, tu as 2 actifs dans ta vie qui sont importants. Le premier, c'est ton patrimoine financier. Il faut le gérer, il faut vraiment c'est tellement une ressource essentielle pour toi que tu peux pas vraiment le confier à n'importe qui et juste fermer les yeux et penser que c'est bien fait. C'est pas une commodité, quoi. Et le deuxième, c'est ton capital santé. Et souvent on dit: «Bah oui, tu passes ton temps à gagner beaucoup d'argent, quand tu es en bonne santé et tu passes, le restant de tes jours à dépenser l'argent que tu as gagné pour essayer de te refaire une santé, ce qui fonctionne pas». Bah, moi, j'ai pas envie que ma vie soit comme ça et j'ai envie d'influencer le plus de gens autour de moi possible pour qu'ils se disent, «Attends, j'ai 30, 20, 30, 40 ans, je réussis, je gagne de l'argent très bien, mais il y a ce capital santé aussi à prendre en compte». Et ce qui est assez perfide dans ce capital santé, c'est que le corps a appris tout au long de l'évolution, hein, à, s'adapter pratiquement à n'importe quel stress qu'il subit. Il est question de juste d'instinct de survie, quoi, c'est comme ça et il le fait en utilisant des ressources, qu'il n'aura plus, plus tard. Et donc sur le court terme, tu veux dormir 3 heures, très bien, tu as 30 ans, tu pourras y arriver, tu pourras même te faire une vie pendant 10, 15 ans. Par contre, à 50 ans, tu es complètement grillé, tu as du diabète, tu as, les artères complètement bouchées, des maladies cardiovasculaires, tu peux plus bouger, tu as des douleurs aux articulations, tu as enfin, tu plein de choses en fait qui, une fois qu'elles se sont passées, elles sont irréversibles. Et donc les gens, ils continuent, tu vois? Comme moi d'ailleurs, jusqu'à 40 ans et même après, à se dire: «Bah, c'est bon, je suis bien, je fais du sport, j'ai plein d'énergie, allez, je vais dormir encore moins, je vais me pousser encore plus». Sauf qu'en fait, tu as le retour du bâton et quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, c'est ce que je voulais dire, en faisant des examens, que j'avais une un état général d'inflammation du corps équivalent à celui d'un individu de 72 ans. Et ça, c'est des choses internes, encore une fois, qui ne se manifestent pas sur le coup, mais qui plus tard affaiblissent le système immunitaire. Un système immunitaire affaibli égale des risques de cancer plus élevés, parce que tu sais que tu as du cancer pendant toute ta vie, sauf que ton système immunitaire arrive à juguler en fait la tumeur avant qu'elle ne devienne un problème, la plupart du temps. Sauf qu'avec un système immunitaire plus faible, bah, tu tombes un peu plus malade, et puis le jour où tu en as vraiment besoin pour aller, encore une fois, heu supprimer une tumeur, bah, il peut plus gérer, quoi et la tumeur se développe plus vite. Bah, c'est ça, quoi. Donc ça augmente le risque et tu te retrouves à 40, 45 ans avec des cancers, et tu sais pas d'où ça vient. Bah, en fait, ça vient parce que tu as pas fait de sport, tu as mal mangé, tu as pas dormi, tu t'es poussé au-delà du raisonnable. Bah, oui, mais la conséquence, en fait, c'est ça et c'est trop tard. Et alors toi, là, par rapport à ça, c'est quoi la solution concrète que tu vois? Ce que je disais, donc moi je rentre dans ce domaine-là et je me dis: «Ben, en fait, je vais me l'appliquer à moi-même déjà» et c'est là où je me rends compte que moi qui pensais être en très bonne santé, tu vois? J'ai toujours fait du sport, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, je me suis pas drogué, donc j'avais une très bonne impression de moi. Je me rends compte qu'il y a plusieurs examens, qui ne témoignent pas de symptômes particuliers, justement et c'est pour ça qu'en France, on ne fait pas ces examens-là et que tu es pas au courant. Mais qu'il y a plein de sonnettes d'alarme, qui présagent en fait de
sérieux problèmes et de symptômes à apparaître dans les prochaines années. Et là, j'étais quasiment probablement sur les dernières années où c'était la belle vie, quoi. Je me rends compte que je suis prédiabétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la médecine traditionnelle, si tu es en dessous si ta glycémie à jeun est en dessous de 100, on considère que tu es en bonne santé. Si elle est au-dessus de 100, on considère que tu es prédiabétique. Et moi, j'étais à 95, 98, 99. Et donc, selon cette logique binaire-là, je n'avais pas de problème. Sauf qu'entre 99 et 101, c'est exactement la même chose. Bien sûr. Et ce qu'il faut, c'est avoir 70 ou 80 de glycémie. Et c'est à ce moment-là que tu dis que tu as un bon profil. Mais cet aspect binaire et encore une fois, se concentrer que sur le problème, une fois que c'est trop tard, ben, j'en étais victime de ça. Donc j'ai découvert que j'étais prédiabétique. J'ai découvert que j'avais une vertèbre ici qui était déplacée et après quelques années, si je fais pas les bons exercices pour renforcer les muscles exactement autour de ces vertèbres-là, bah, du coup, ça continue de se déformer et puis il y a un moment, le nerf commence à être pressé. C'est là que tu commences à avoir des douleurs. Mais comme ta colonne vertébrale s'est déplacée, bah, tu peux pas revenir en arrière. Donc là, tu en arrives à des solutions complètement bancales. Heu c'est là où je découvre encore une fois que mon état d'inflammation est extrême, celui d'un individu de 72 ans et qu'il faut absolument que mon stress chronique diminue. Hem, heu et si j'avais pas fait ces examens que j'ai fait moi de mon propre gré et payé de ma propre poche, ben, dans quelques années, j'aurais peut-être eu un cancer, j'aurais certainement été diabétique. Et le diabète est le fondement quelque part de toutes les autres maladies, chroniques. Et donc je prends ce médecin américain qui m'explique les choses, qui me dit, avec lequel on interprète les examens, elle me dit exactement les examens qu'il faut que je fasse et je me dis: «Mais, il y a combien d'entrepreneurs qui vivent, comme ça à 200 à l'heure et qui, ne se rendent compte de rien jusqu'à ce que ça ne soit trop tard?» Qui sont autour de moi et qui n'ont pas accès à ce genre de soins parce que ça n'existe pas en France, parce que si tu as pas toute la journée à chercher des médecins aux États-Unis, encore une fois, et dans des conférences et ainsi de suite, tu n'y as pas accès, tu sais même pas que ce monde existe, ce type de soins existe. Et donc je me suis dit: «Voilà, je vais créer une plateforme qui permet justement au plus grand nombre, voilà, c'est pas comment avoir les moyens aujourd'hui, mais il faut malgré tout commencer quelque part, de bénéficier de cette médecine préventive et de devenir, conscient, en fait, de toutes ces choses qui se passent en sous-marin dans le corps et qui, lorsqu'elles sortent à la surface, c'est déjà trop tard. Donc avec ton passé d'informaticien, tu te dis: «Je vais créer un logiciel et ce logiciel-là va être le réceptacle ou entre guillemets, ce cerveau de santé qui va, monitorer ou «m'aider» entre guillemets à est-ce que je dois aller faire tel examen?» donc Donc la vision, d'Iker de TI, c'est, de faire en sorte que chaque individu, soit représenté par un grand tableau de bord avec des voyants verts, orange et rouge et qu'une intelligence artificielle permette de, conseiller proactivement, le patient sur, l'optimisation de tel ou tel biomarqueur dans son corps à travers des changements de style de vie, qui permettent, statistiquement d'influer sur le biomarqueur en question. Hem, que ce soit l'intelligence artificielle qui permette également de recommander de faire tel ou tel examen avec une fréquence, qui sera différente en fonction de chaque individu et qui quelque part, somme toute puisse, calculer le 80-20 pour chaque individu. Le 80-20, c'est-à-dire c'est quoi les 20 de mesures qui vont générer 80 de la valeur, pour moi, pour la santé, pour ma santé préventive. Hem, il y a plein de choses à faire et le médecin d'ailleurs, c'est assez comique, heu, les médecins souvent ils vont te dire: «Bah, voilà en fait, tu as ce problème, voilà les recommandations». Tu as une liste longue comme le bras, comme ça, que si jamais tu appliques tout, tu plus une vie quoi, tu es un robot. De toute façon, tu dois travailler, tu dois t'occuper des enfants, enfin tu as une vie autour de ça, donc de toute façon tu pourras pas respecter toutes ces recommandations-là et tu ne sais pas quelle est celle qui a le plus d'impact pour toi. Et donc tu vas en faire une ou 2 ou la plupart du temps tu laisses le truc de côté et tu continues comme, ta vie d'avant. Et donc une intelligence artificielle, elle prend ta bande passante, tu lui dis, en gros le montant de l'argent que tu souhaites investir là-dessus, probablement 0, enfin on peut faire beaucoup de choses. Le temps que tu veux et puis éventuellement les blocages que tu as ou ce qui a vraiment beaucoup de valeur pour toi. Par exemple, pour certains, l'alimentation peut être, une bonne cuisine française et cetera, qui est peut-être pas la plus saine
mais qui représente un facteur de qualité de vie important, bah, elles souhaitent le garder. OK, très bien, peut-être que ces personnes-là, elles peuvent faire plus de sport pour compenser. Donc l'intelligence artificielle permet aussi de prendre en compte les contraintes des uns et des autres, la bande passante qu'ils souhaitent mettre là-dedans et te dire, ben voilà, en fait, dans la limite de cette bande passante-là, ce montant-là, voilà les examens qu'il faudrait que tu fasses, voilà les dispositifs que tu devrais acheter et voilà l'activité, les changements de style de vie que tu devrais opérer dans ta vie. Donc ça, c'est la vision. Nous, on commence néanmoins par un accompagnement par un médecin et un coach de santé qui va livrer quelque part les mêmes recommandations, mais passer à travers le prisme d'un humain, puisque cette intelligence artificielle doit avoir de la data pour être entraînée, donc on est en train d'accumuler cette data-là. Aujourd'hui, moi, j'ai mon carnet de santé, mais il y a qui y a quoi Oui, dedans? alors c'est beaucoup plus et bah, par exemple, tu fais, la méthodologie, c'est de faire des analyses tous les 6 mois. Donc au début, tu fais une batterie, assez détaillée d'analyses et c'est là où on te fait ton bilan de santé global et on va voir les éventuels, facteurs de risque que tu as. Il faut vraiment comprendre que dans la longévité, en tout cas dans l'état actuel, je ne parle pas des choses, futures qui sont en recherche aujourd'hui, je parle des choses qu'on peut appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, 99 des personnes décèdent de 4 maladies chroniques. Les maladies neurodégénératives, cardiovasculaires, métaboliques, le diabète de type 2 en est un et cancer. Et donc chaque individu va avoir un profil de risque différent face à ces 4 maladies-là. Et donc le travail initial pour nous et pour n'importe quelle personne qui veut optimiser sa longévité, heu, dans l'état des connaissances d'aujourd'hui, c'est de comprendre quel est le principal facteur de risque sur ces 4 maladies-là. Pour moi, par exemple, les facteurs de risque principaux sont le diabète de type 2 et les maladies neurodégénératives. J'ai des prédispositions génétiques là-dessus. Encore une fois, l'histoire n'est pas écrite parce que tu as des gènes, mais c'est un facteur de risque, c'est une prédisposition. J'ai des antécédents familiaux dans les maladies neurodégénératives et également dans le diabète. Donc, les analyses me montrent effectivement que j'ai, une fragilité par rapport au profil glycémique et donc toutes ces choses et toute la batterie de tests que j'ai fait m'orientent vers, tu vois, vers un facteur de risque principal sur, le syndrome métabolique et le diabète de type 2. Donc c'est là-dessus que je vais mettre mes efforts. Je ne vais pas faire des choses bien évidemment, tu peux faire plein de choses, mais si j'ai une santé cardiovasculaire qui est très bonne, je je pourrais faire en sorte qu'elle soit encore meilleure. Mais à quoi ça sert? Sachant que de toute façon, la maladie que je risque d'avoir, c'est d'être diabétique et non pas, d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc c'est là où le 80-20 a beaucoup d'importance. Et c'est quoi ton constat justement sur l'éducation, des gens aujourd'hui sur ça? Sur, comment ils reçoivent ce côté? Parce qu'il y a vraiment une prise en main et une en fait, c'est vraiment passer de la biologie telle qu'on peut le comprendre, c'est-à-dire, on va voir un médecin, on lui délègue tout, à quelque chose où justement, ce que tu décrivais, on parle dans l'entrepreneuriat, tout à l'heure, on parlait de convictions, mais ces convictions sont toujours orientées, guidées par de la donnée qui, au fur et à mesure du temps, viennent soit invalider ou valider. Et là, ce que tu proposes, c'est que au travers de ton application, de ta plateforme, il y a ces données-là qui vont venir valider ou invalider des chemins et mais ça s'appuie sur de la donnée. Là où en fait, enfin moi, à titre personnel, j'ai même pas de médecin traitant. Enfin, à mon sens, je pense que la mobilité des gens aujourd'hui a complètement cassé ce système. Alors on est encore là à me demander si je vais, quel est ton médecin traitant? Mais c'est plus du tout adapté aujourd'hui au mode de vie des individus et quelle est quelle est du coup ta perception de cette éducation-là du marché? Puisqu'on parle toujours de d'éducation du marché. C'est quoi ta perception par rapport à ça? Bah, qu'elle est complètement absente et qu'il faut que ça change et je milite énormément pour ça. Hem, heu, Est-ce que c'est pour ça que tu vises plutôt justement des individus qui sont comme les chefs d'entreprise, enfin les entrepreneurs, qui ont déjà en eux, cette capacité à comprendre, en fait, je suis orienté par de la donnée et pour eux, ça résonne beaucoup plus que pour un individu lambda qui va pas forcément avoir ce rituel-là. alors la donnée est importante, mais ce qui est plus important, c'est de prendre conscience en fait que cette éducation qu'on a eue, de se dire: «N'interroge pas trop, ne cherche pas trop, juste vis ta vie, parce que savoir des choses, ça va juste te stresser, ça sert à rien».
en fait, que c'est pas le bon paradigme. On arrive dans un autre monde et cette éducation-là, elle est absente, elle est nuisible et les gens ne cherchent pas effectivement. Ils veulent pas savoir ce qui se passe et ils veulent pas voir, les facteurs de risque, alors que ça le connaître, ça permettrait justement de préempter les problèmes à venir. Et je voudrais rajouter par rapport à cette donnée, ça c'est la problématique de la donnée, c'est plutôt une problématique médicale, enfin des études en fait qui vont montrer que statistiquement, si tu prends telle ou telle molécule ou telle vitamine, voilà, tu vas avoir tel effet et donc on va se baser sur ces études-là, qui d'ailleurs avancent à un rythme complètement effréné. Il faut une IA aussi pour, permettre des outils d'aide à la décision et à l'investigation médicale pour les médecins. Tellement ça évolue vite. Donc eux, ils ont cette problématique de données. Les patients, par contre, ils ont une problématique de se dire: «C'est pas parce qu'en moyenne, ça a fonctionné, que chez moi, ça va fonctionner. Donc faut que j'accepte que mon corps est différent et que je vais essayer» c'est comme un entrepreneur, quoi. C'est pas parce que ça a marché chez le voisin que ça va forcément marcher chez moi. Donc il faut que j'accepte d'essayer ceci ou cela et de mesurer systématiquement pour voir si j'ai l'effet escompté ou pas et sinon j'essaie autre chose. Et je peux illustrer par rapport à mon profil de prédiabète, parce qu'il y a plein de mesures qu'on m'a proposées et qui statistiquement fonctionnent, certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas et donc il faut accepter aussi, cette part de cheminement quelque part, qui est très individuelle. Est-ce qu'on peut se fier à l'IA justement pour des décisions aussi critiques que sa santé? Nous, ce qu'on fait, c'est la vision en tout cas, pour l'instant, c'est 100 humain. Enfin, on met des briques d'IA, mais c'est pas sur l'investigation et sur les recommandations. Ce qu'on va faire par la suite, c'est, un mix entre de l'intelligence artificielle et des médecins. C'est-à-dire l'intelligence artificielle va émettre des alertes. Éventuellement, on va voir des évolutions, pourraient devenir dangereuses de tel ou tel biomarqueur. Mais ensuite va remonter l'alerte en question à un médecin qui lui va valider ou pas, le travail fait quelque part, et la solution proposée par l'IA. Donc en tout cas, avant que l'IA ne devienne définitivement meilleure que les humains, je pense que ça arrivera bientôt, c'est pas le cas, il y aura toujours un point de contrôle, d'un humain avant d'envoyer la recommandation au patient. Par rapport à ce projet-là que tu as de la longévité, parce qu'aujourd'hui finalement, on peut mettre le terme transhumaniste derrière, mais in fine, c'est juste prendre soin de soi. Ouais, en fait, tu as toute une structure, en fait, c'est comme un immeuble si tu veux et la base, c'est des choses qui sont, finalement du bon sens. Dans la déclinaison, dans les détails, enfin, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Donc tout le monde te dira: «Je sais qu'il faut bien manger, bien bouger, bien dormir et cetera». Ouais, mais en fait, bien manger, ça veut rien dire. Pour certains, comme moi, ça va être un régime, keto ou, très, très, très bas en glucides. Pour, quelqu'un qui a des problèmes de cardiovasculaires, ou d'apolipoprotéines et de cholestérol, bah, ça va être plutôt, de limiter, les graisses. Pour d'autres, qui ont des problèmes de masse musculaire, ça va être un régime hyperprotéiné et ainsi de suite. Donc en fait, bien manger, ça veut tout et rien dire et c'est dans la déclinaison, en fait, que la complexité se cache. Pareil pour le sport. Je peux m'entraîner pour améliorer, ma cardio, mais je peux aussi m'entraîner, pour augmenter ma masse musculaire ou pour, augmenter, que sais-je, la santé de mes articulations, faire tu vois, du pilates et des étirements et des choses comme ça et du stretching. Donc c'est des choses vraiment différentes, tu vois? Tu parlais de vision, est-ce que tu as plusieurs projets en parallèle? Tu as un projet? Ouais, donc ce projet de prendre en charge la santé des personnes qui le souhaitent, et qui sont en bonne santé et qui souhaitent le rester le plus longtemps possible, c'est un segment de marché assez étroit, du fait que faut que les gens soient conscients de l'importance de ce qu'ils font, quand bien même ils ont pas de symptômes, quoi. Il y a rien qui leur fait mal. Faut qu'ils aient les moyens de le faire, et qu'il faut qu'ils aient la mentalité de le faire dans un pays où on a l'habitude que les frais de santé soient pris en charge par les mutuelles, la sécu et ainsi de suite. Donc souvent, c'est des entrepreneurs ou des gens qui gagnent suffisamment d'argent pour ne pas avoir, Le frein. le frein et le souci de la fin de mois, en fait. Parce que quand ton souci, c'est ce qui se passe à la fin du mois, ce qui se passe dans les 10, 15 prochaines années, c'est le cadet de tes soucis, c'est pas ça ton problème. On en revient au parcours de ta vie, c'est-à-dire sécurise avant et C'est ça, tout à fait. Et là, je le remarque, c'est assez intéressant, c'est, par rapport à la nature humaine, à la psychologie humaine, il faut que ce soit des gens, heu, qui ont eu un accident de santé dans leur vie ou qui ont eu un accident de santé autour d'eux.
les gens qui leur sont proches, leurs femmes, leurs parents, ce qui est pas rare, mais il y a une prise de conscience assez brutale qui se fait lorsque, tu vois, j'avais un un prospect avec lequel je discutais, il me disait: «Mais mon père avait une meilleure forme physique que moi, il faisait du vélo et cetera et il est mort d'un cancer très rapide, d'un organe que je ne connaissais même pas». Heu et en 3 mois, il était parti et moi, je me rends compte, je suis en bonne santé, j'ai pas de problème, mais je me dis que ça suffit pas d'être en bonne santé pour ne pas avoir ce genre de problème et je veux pas qu'il m'arrive la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vois, il y a une prise de conscience, brutale, quoi. Si cette personne, je l'avais vue avant, il m'aurait dit: «Non, mais c'est bon, je fais du sport, mon père, il fait du sport, voilà, ça se passe bien». Ou des gens qui ont fait des burn-out ou alors des cancers ou alors des attaques cardiaques, en fait. Les gens qui gagnent pas mal d'argent et qui ont beaucoup de responsabilités, assez souvent, ils se heurtent eux-mêmes aux limites de leur propre corps et quand c'est pas le cas, bah, c'est leurs proches et là, il y a une prise de conscience et donc tant que tu as pas ces 2 éléments-là, les moyens financiers pour pouvoir, voilà, se permettre ce type de service aujourd'hui et une espèce de batte de baseball dans la figure que tu attendais pas, qui te dit: «Attention, c'est pas parce que ça se passe bien aujourd'hui que ça va bien se passer dans les 5-10 prochaines années». Ben là, les gens, ils sont prêts à passer à l'acte. Si c'est pas le cas, finalement, oui, comment dire? Le cortex te dit: «Oui, oui, c'est vrai», mais en fait, tu auras toujours d'autres priorités dans ta vie qui font que ce truc va passer en dernier dans ta to-do list et finalement, tu vas pas le faire. Et Et ta question, c'était sur les boîtes. Donc en fait, il y a cette his il y a ceci que moi, j'ai vécu moi-même et donc je me dis: «Il doit y avoir plein de gens qui ont les mêmes problèmes que moi, la même prise de conscience et il faut que ce service soit accessible pour eux». Mais à côté de ça, moi, ce que je veux créer, c'est, tout un écosystème autour de la longévité avec, des sociétés qui sont rentables dans la médecine préventive, qui permettent de dégager du bénéfice qui va être investi sur des projets plus long terme, notamment de recherche et développement, notamment d'influence du facteur politique, pour allouer plus de fonds à la médecine préventive et plus de fonds aussi à la recherche, publique dans le domaine de la longévité, qui aujourd'hui est proche de zéro parce que tout a été construit pour, étudier les maladies existantes aujourd'hui, neurodégénératives, encore une fois, cardiovasculaires, cancer. Mais ça, ces maladies-là, c'est la conséquence, c'est un changement de paradigme aussi. La conséquence du vieillissement. Tu n'as pas ces maladies-là quand tu as 20 ans, tu les as à la fin. Donc finalement, c'est le processus de vieillissement qui représente la cause, racine de toutes ces maladies. Donc encore une fois, plutôt que de traiter les symptômes, traite l'origine du problème. et tu penses qu'aujourd'hui justement la recherche et développement public, les ressources ou même les gens qui s'y trouvent, les chercheurs, est-ce que tu penses qu'ils vont accepter ce long paradigme? En fait, tu as l'OMS qui est le fer de lance, en fait, de toutes les politiques de santé publique dans le monde entier et qui, lorsqu'elle sort une recommandation, tous les gouvernements les appliquent, quasiment. Et donc, d'un point de vue juridique, la vieillesse n'est pas considérée comme une maladie et il y a des groupes d'intérêt et aussi, une certaine idéologie à la tête de l'OMS qui font que la vieillesse n'est pas considérée comme une maladie. Et donc si c'est pas une maladie, il y a pas de fonds pour quelque chose qui n'est pas une maladie. Donc c'est très juridiquement, encadré, tu vois? Pour rendre les choses impossibles et pour réduire le budget de la recherche à zéro. Maintenant, en plus de ça, il y a des groupements d'intérêt autour du financement, qui ont été créés pour la bonne cause et qui aujourd'hui empêchent cette recherche de se développer. Par exemple, quand tu as, plein de lobbyistes, dont la responsabilité est d'attirer le plus de fonds, possible pour les organismes de recherche, pour le cancer, bah, en fait, ces gens-là, année après année, vont aller se balader au gouvernement, à l'OMS et ainsi de suite et ils vont faire en sorte que, année après année, le budget alloué à la recherche pour le cancer, il soit augmenté ou qu'il soit au moins préservé. Et donc, ce sont eux qui ont permis à ce qu'il y ait des fonds publics pour la recherche pour le cancer et tant mieux, mais ce sont eux aussi qui aujourd'hui empêchent ce changement de paradigme qui permettrait justement d'aller traiter, le problème à sa racine. Parce que derrière, il y a aussi ces grosses entreprises pharmaceutiques qui Alors le big pharma aussi, oui, oui, tout à fait, et encore une fois, je ne suis pas complotiste et il y a tout un jeu d'intérêts qui s'est créé autour de l'équilibre de santé tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire attendre que les gens soient malades pour les guérir et ainsi de suite, donc il y a Il y a pas d'intérêt, en tout cas à court terme, à changer le paradigme, quand bien même traiter 100 des gens
à partir de 20 ans en mode préventif, en mode abonnement, tu vois, c'est un business qui est probablement bien plus juteux, une fois qu'il est mis en place, que le fait de traiter que les 10 ou 15 de malades de 65 ans à 75 lorsqu'ils crèvent, quoi. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à opérer une transition, en fait, même du big pharma, d'un modèle où on va traiter la maladie quand elle se présente, à un modèle où on va traiter tous les gens, de manière préventive. Je ne pense pas que ce soit, heu heu, obligatoirement moins rentable pour eux, en tout cas sur le long terme. Après, il y a toute cette transition qui est difficile à faire, quoi. On prend la structure, donc tu as plusieurs boîtes et tu as cette vision-là à long terme. Comment tu le structures? Ouais, donc je suis en train de travailler. Donc pour moi, iCare.ai, c'est juste la première brique qu'on a mis en place, sur une expérience personnelle sur laquelle je souhaite capitaliser et je souhaite, rendre ce service-là disponible au plus grand nombre. Mais c'est juste la première brique. L'idée, c'est de créer un startup studio slash fonds d'investissement, exclusivement dédié à la longévité, qui va, incuber des startups, heu, avec une vision de rentabilité compatible avec, le capital risque aujourd'hui, en gros fois 3 en 5 ans, en 5 à 10 ans, c'est ça les chiffres à peu près. Et encore une fois, les montants, et la création de valeur, qui en ressort, que ça soit réinvesti dans une fondation que j'ai créée, qui est aujourd'hui une association, la 1901, que je suis en train de transformer en fondation, qui s'appelle la Fondation 2060, qui va encore une fois gérer tous ces projets long terme, que les capitaux, privés ne savent pas gérer. Par exemple, changer une loi, bah, ça dure 10-15 ans, quoi, et il faut payer des lobbyistes qui vont faire ça et qui vont être, tous les jours, à l'Assemblée nationale, dans les différentes instances où se prennent les décisions, et qui, lorsque la conjoncture est favorable, paf, ils arrivent à faire prévaloir un changement de réglementation. Heu, Si tu as pas une vue sur les 10-15 prochaines années, ben, en fait, c'est pas possible, et il y a pas d'argent pour ça, pour l'instant. Sauf si, encore une fois, tu as cette vision de créer des sociétés rentables, et avec le bénéfice de ces sociétés-là, tu puisses effectivement, développer des projets plus long terme. La recherche, pareil, il faut financer des boîtes. Alors, il y a des boîtes vraiment, absolument incroyables sur, le remplacement des mitochondries. Alors, c'est quoi les Sur les mitochondries, en fait, c'est les petits organismes qui sont à l'intérieur des cellules et qui produisent de l'énergie. Et l'un des facteurs de vieillissement, c'est que ces mitochondries qui, à la base, du point de vue de l'évolution, étaient des bactéries. Et petit à petit, elles ont évolué en symbiose avec les cellules. Elles ont été, absorbées à l'intérieur des cellules, et maintenant elles vivent à l'intérieur des cellules. Et nos cellules, elles sont obligées d'avoir ces organes-là parce que ce sont celles qui produisent de l'énergie. Mais justement, le passé de bactéries de ces organites, hem, heu, leur permet aussi, si jamais tu fais une injection de mitochondries dans le sang, elles sont absorbées par les cellules, et c'est assez incroyable. Et donc on peut assister à un remplacement des, mitochondries qui sont vieillies et qui sont endommagées par des nouvelles mitochondries qui ont été insérées directement, dans le flux sanguin. Tu vois? C'est quand même incroyable, et donc tu finis par avoir de nouveau des usines à énergie qui sont de nouveau, enfin aussi efficaces que celles que tu avais quand tu étais jeune. Ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça, sauf qu'en fait, il faut financer cette recherche-là, qui est très risquée par définition et qui est long terme, et pour laquelle on a du mal à trouver du financement. dans ces divisions, tu arrives à agréger des Français? Alors le monde de la longévité est un monde, par définition, international. Tellement c'est une niche, tu es obligé d'agréger plusieurs niches de chaque pays pour en faire une communauté. C'est vraiment fascinant. Il y a des gens de tous les bords. Tu as des médecins, tu as des chercheurs, des scientifiques, tu as des entrepreneurs comme moi qui se convertissent d'entreprises tech, vers, de la biotech. Tu as des lobbyistes, heu heu et c'est un monde, vraiment fascinant, de gens qui ont ce sens de la mission, et qui veulent repousser les limites de la longévité humaine. Et Et donc c'est international, encore une fois, ça peut pas être que français ou que américain. C'est un problème trop complexe, et il y a trop peu de gens par pays qui travaillent dans le domaine pour pouvoir en faire quelque chose. est-ce qu'il y a des grosses entreprises qui s'intéressent à ces sujets-là et peut-être tu as essayé d'aller boire, du Pacifico justement? Non, non, ceux qui font bouger les lignes, c'est, des petites boîtes.
C'est des petites boîtes de 5-10 personnes, mais pas qu'en France, hein, partout dans le monde. Les gens qui ont vraiment une approche et un état d'esprit qui pousse vers l'innovation, c'est pas les grosses boîtes. Les grosses boîtes, ce qu'elles vont faire, c'est le déploiement international et éventuellement la validation des essais cliniques. En fait, c'est souvent le FDA américain qui dicte un petit peu les règles. Tu as 3 niveaux. Tu as le niveau 1, 2 et 3, où le premier, on se demande est-ce que c'est dangereux pour la santé. Le deuxième niveau, c'est est-ce que c'est efficace. Et le troisième niveau, c'est est-ce que c'est plus efficace que les autres options qui sont actuellement sur le marché. Et donc, en fait, souvent, ces startups réduites, avec des budgets réduits, enfin, quand je dis budget réduit, c'est quand on parle de millions de dollars, ou même de dizaines de millions pour certaines. Elles vont faire la phase 1 et 2, et pendant la phase 2, si les résultats sont concluants, ils vont se faire acheter à coût de dizaines de milliards de dollars par du Big Pharma. Dans le transhumanisme, on a vu que toi, tu étais dans la branche, longévité. Est-ce que, tu cherches des entrepreneurs, pour les boîtes que tu veux lancer? Comment ça se passe? Hem, oui, donc tout ça, c'est encore une fois récent. J'ai commencé cette année ce projet un peu titanesque. Je suis pas tout seul et heureusement, mais c'est toujours positif d'avoir d'autres entrepreneurs qui sont intéressés par ça. Ce que je me rends compte, c'est que, le bon moment pour approcher des entrepreneurs et faire grandir quelque part cette équipe, c'est des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte. C'est des gens qui ont des moyens financiers, qui sont à un tournant de leur vie, qui se demandent quelle va être leur prochaine aventure. Heu Ils peuvent se permettre, pendant quelques années de pas être payés, ce qui est la caractéristique d'une entreprise qui plus est ambitieuse comme ça, même pour plusieurs années, même s'ils sont indépendants financièrement. Donc j'essaie effectivement de me rapprocher de mes confrères, j'ai envie de dire, qui ont la même situation que moi pour, les convaincre d'investir là-dedans parce que c'est une opportunité d'investissement extraordinaire, même si on regarde d'un point de vue ROI pur, mais aussi s'investir en tant qu'entrepreneur et monter des boîtes là-dedans. Et d'ailleurs, par rapport à l'investissement, toi, à titre personnel, tu as investi en start-up? Donc moi, j'ai investi dans une start-up, qui fait de la biotech, qui est française, d'un certain monsieur qui a monté, les laboratoires Synlab. Donc Starkage Therapeutics, ça s'appelle. Et donc eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est, des anticorps qui vont se coller sur les, cellules sénescentes. Alors les cellules sénescentes, c'est des cellules qui à cause qui sont de plus en plus nombreuses, au fur et à mesure qu'on vieillit, mais qui augmentent de manière importante lorsqu'on a de la chimiothérapie ou de la radiothérapie pour lutter contre les cancers. Et donc sur l'endroit précis où, le traitement a été opéré, il y a une grande concentration de cellules qui sont des cellules zombies. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas mortes, elles utilisent encore des ressources, elles génèrent des facteurs toxiques autour d'elles, elles contaminent d'autres cellules, mais elles ne remplissent plus leur fonction. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, il y a une recrudescence du cancer une fois qu'il a été guéri, si jamais il a été guéri. Et donc eux, en fait, ils arrivent à attaquer, à cibler de manière très précise ces cellules sénescentes et ensuite les détruire. Et donc, cerise sur le gâteau, ce qui est intéressant, c'est que s'ils arrivent à le faire pour les cellules, sénescentes, à la suite de cancer, beh, ils vont le faire pour les cellules sénescentes en général et donc rajeunir le corps par le fait de tuer ces cellules zombies. Et donc c'est d'une pierre deux coups. À la fois, on utilise, heu, la recherche contre le cancer et les fonds, alloués à cela, et à la fois, on lutte contre l'une des marques du vieillissement et des mécanismes du vieillissement. Donc j'ai investi là-dedans et ce que je veux faire, c'est co-investir avec des copains entrepreneurs investisseurs de manière systématique dans des sociétés, biotech. Donc on peut retrouver tout ce que tu fais sur, tu un si la plateforme, c'est iCare.ai, c'est ça? Ouais, c'est Aikir.ai qui est un peu le produit phare qu'on a démarré aujourd'hui. J'en ai d'autres en cours. J'ai thirdgate, .io, qui est une communauté de biohackers et d'enthousiastes de la longévité, on va dire ça comme ça, qui, achètent toutes sortes de produits, d'analyse, d'examen, de montres connectées et ainsi de suite. Et nous, en fait, on va avoir des réductions. On négocie des réductions pour que le budget, alloué à la longévité soit plus accessible pour monsieur et madame tout le monde. Donc ça, c'est un deuxième projet. J'ai l'association 2060, .life, où on porte justement les projets plus long terme.
Également, c'est l'association 2060 qui porte le projet de création de fonds d'investissement. Et d'ailleurs, on a eu la première start-up qui a été financée grâce aux opérations et aux pitch qu'on a organisés auprès d'investisseurs. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle et c'est le début, j'espère, d'un effet boule de neige vers de plus en plus d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et on peut te retrouver également du coup sur LinkedIn. Sur LinkedIn, effectivement, j'essaie d'être assez actif. Bah, écoute, je vais te poser une dernière question, puis on clôturera là-dessus. Tu connais le mythe d'Achille dans l'Iliade? Qui décide justement, alors qu'il a accès, à la vie éternelle, de 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 choisir une vie courte mais glorieuse. Qu'est-ce que tu lui dirais à Achille? Très bonne question, très bonne question. Hem, je pense qu'on n'est pas obligé de choisir justement. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'humanité arrive dans une situation où on puisse, choisir, de vivre autant qu'on le souhaite. Et pour ceux qui veulent vivre une vie courte et intense, que ça soit tout à fait possible. Et pour ceux qui veulent vivre 150 ans, 200 ans, que ça soit également possible. Alors bien sûr, ça c'est un niveau très philosophique. Je sais qu'il y aura des problèmes, notamment par rapport à une Terre qui a des ressources limitées, mais peut-être avec l'intelligence artificielle et Elon Musk, qui va aller, sur Mars, là, vu les ressources dont il va bénéficier probablement dans les prochaines années, probablement qu'on n'aura plus de problème de limitation de ressources. Et dans ce cas-là, bon, bah, si on veut vivre 200 ans, ou 250 ou que sais-je, que ça devienne techniquement possible et que ça devienne une question de société plutôt qu'une question, d'ordre exclusivement technologique tel qu'est le cas aujourd'hui. Bah, merci Gabriel. Merci à toi Pierre-Alexandre.